Donc, je pilote le programme Esprit Velox depuis 2014. Par rapport à tout ce qu'on a entendu depuis ce matin, moi, j'ai envie de replacer la période dans laquelle on est et envoyer en résonance aussi avec ce que nos amis sont en train de se dire aussi à Marseille, c'est qu'il y a vaguement une urgence pour trouver des solutions. Et par rapport au temps parfois un peu long qu'on a pu comprendre ce matin, il faut aussi agir de manière un peu urgente avec les outils qui sont les nôtres. Et donc, depuis 2014, on s'est posé la question avec des scientifiques sur les évolutions de la science à très court terme, de la science du monde océanique, en fait, on va dire, à très court terme pour pouvoir recoller le décalage de temps qu'on a entre les occurrences climatiques, biodives et autres, et les preuves scientifiques que l'on a. En partant de là, on s'est dit qu'il fallait qu'on puisse travailler sur des grandes bases qui étaient faire de la science à l'intérieur de l'océan lui-même et faire de la science en remettant ensemble en mer les sciences dures, les sciences humaines, des artistes qui sont aussi engagés et très présents sur le monde océanique de temps en temps depuis 20-30 ans et qui ont leur mot à dire et qui ont aussi une chance ou un choix qu'ils ont fait par rapport aux scientifiques, c'est qu'ils vivent hors de leur zone de confort depuis qu'ils sont entrés en vocation artistique, alors que les scientifiques sont très souvent très bien installés dans leur zone de confort. Donc très vite, on s'est rendu compte que pour faire ça, on n'avait pas la plateforme, on n'avait pas les plateformes, et entre autres des plateformes pour arriver à recueillir des données scientifiques propres. Propres, c'est-à-dire qui n'étaient pas impactées par les plateformes elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il nous faut une plateforme qui ne soit pas polluante au sens le plus large. Et quand on parle de pollution, on pense au gaz, on pense à l'eau, mais on pense aussi au bruit. Et donc, je vous la fais courte parce que là, il faut vraiment qu'on fasse court, mais on a été amené à travailler sur une plateforme qui aujourd'hui va plus loin que les exigences de la SOLAS en particulier et le Polar Code sur trois grands points qui sont la propulsion principale à la voile. On est sur une plateforme de plus de 500 UMS qui va aller aux quatre coins de la planète, donc une plateforme hauturière, qui va aller dans les zones des eaux polaires en période estivale, et malheureusement, de plus en plus, on va être au sens de la loi dans des périodes estivales, en tout cas. Donc, on est sur trois premières. Le retour du vent comme propulsion principale, un mix énergétique sans énergie fossile et la gestion autonome de cette énergie et une plateforme pour des raisons de bruit, de coût, pour des raisons de minimisation des impacts physico-chimiques avec les échantillons aussi, qui va être en matériau composite et un matériau composite recyclable pour le coup, pour une forme de cohérence par rapport au programme. On voit pas défiler les slides ou alors il y a un retard en tout cas. Là, on a la slide bleue. C'est correct? Est-ce que tu vois le bateau là? On voit le bateau là. Ouais, c'est bon. Donc là, vous avez une vue de profil. Donc, je disais une unité on va dire de 1800 à 2000 UMS à peu près, qui emportera 50 personnes sur des mailles de grande autonomie à la mer, puisque sans énergie fossile, donc du coup plus de plein à faire, c'est la capacité à emporter de quoi, enfin, la partie avitaillement, on va dire, qui va bloquer, limiter l'autonomie du bord. Pour ceux qui ont pu connaître le Surroi il y a quelques années, qui était le benchmark initial avec l'IFREMER et le CNRS qui sont associés à ces études, on est sur le même déplacement à peu près, c'est-à-dire autour d'un millier de tonnes, avec une signature énergétique qui est plus faible. C'est-à-dire que si on veut que la propulsion principale soit la voile, il faut que la puissance requise pour aller à des vitesses identiques à celles du Surroi à l'époque, c'est-à-dire autour de 10 nœuds, soit réduite de pas loin de 75%. Donc, ça veut dire travailler sur la plateforme aussi. On voit émerger un grand nombre de plateformes qui sont plus propres avec des systèmes de kite, de voile embarquée, etc. Mais si on ne touche pas
au principal ADN de la plateforme, qui est la forme architecturale, on reste dans, je dirais, une limitation forte et un impact des énergies vertes embarquées qui reste très faible. Sur le mix énergétique, on est sur des EMR embarqués avec du photovoltaïque, avec d'éolien. Le bateau de recherche, il a une spécificité par rapport au bateau de transport, c'est qu'il passe la moitié de sa vie pratiquement au point fixe et l'autre moitié sur des transits. Donc, ça veut dire que de l'éolien, on peut en faire quand on est au point fixe pratiquement. C'est de la propulsion réversible. C'est aussi le fait que l'on change le paradigme énergétique et plutôt qu'avoir, comme on le fait classiquement, une propulsion importante, je divise en plusieurs tranches. Ici, on en a 4 sur des puissances qui sont plus faibles. Sur la propulsion électrique qui elle-même est optimisée pour faire en sorte qu'on va utiliser la puissance électrique qu'il nous faut à l'instant T et pas un kilowatt de plus. Et en plus des propulsions qui sont prévues pour être réversibles, c'est-à-dire que là aussi, je ne vais pas emporter du poids supplémentaire 99% du temps quand je ne vais pas les utiliser pour un jour la mettre à l'eau pour faire de la régénération énergétique. Donc, c'est la chaîne cinématique de propulsion qui va être utilisée pour produire de l'énergie. Du stockage sous 2 grandes formes aujourd'hui, batterie électrique. On va vers un monde à horizon de 2 ans où le mégawattheure électrique va peser autour de 7 à 8 tonnes, et pas plus. Donc, en termes de densité énergétique, ça commence à devenir hyper intéressant. Et on va être bâtiment plongeur, donc ça veut dire avoir de l'air aujourd'hui, un standard de plongée qui est de 300-350 bars. On va aller un peu plus loin et on va stocker de l'air à plus haute pression, un peu ce qu'on pourrait faire avec de l'hydrogène aujourd'hui, et stocker une quarantaine de mètres cubes d'air à plus de 500 bars. Ça nous offre 2 mégawattheures supplémentaires, c'est-à-dire pour nous, une semaine pratiquement de plus en autonomie énergétique. Donc, c'est faire du sobre. C'est faire ce qu'une île est obligée de faire quand elle est en mer, c'est-à-dire je vis avec cette énergie que je peux arriver à produire, et pas plus. Donc ça veut dire aussi avoir une conduite de bateaux qu'on va repenser, des opérations qu'on va repenser aussi pour que le commandant, avec les scientifiques qui sont à bord, sur des plannings qui ont été établis, vont faire des choix de route et vont être aidés par une intelligence artificielle qui est embarquée qui va permettre de prévoir des choses un peu plus intéressantes. Et entre autres, prendre en compte la propulsion à la voile, ça implique un nombre de calculs et de propositions de route qui n'a plus rien à voir avec la ligne droite traditionnelle estampillée aujourd'hui au MI, parce que c'est un peu ça. Et donc là, c'est arriver à repenser le corps de mission lui-même en fonction de ses impératifs énergétiques. On travaille, entre autres, avec le bureau Veritas et Eric, qui est au bout du fil, sur la partie impact du bruit de la plateforme elle-même. Si je veux une donnée propre, ça veut dire aussi qu'elle peut et doit ne pas être impactée par le son. Ce qui induit des spécificités qui sont lourdes pour une plateforme océanographique, la première étant suppression de la sempiternelle gondole, c'est-à-dire que c'est un voilier, il n'a pas envie de traîner à la Tour Eiffel en dessous de l'eau. Donc les instruments de coque, on est en train de repenser leur intégration pour qu'ils soient flush coque en fait, et donc on ne va plus rien traîner. Ce qui veut dire aussi qu'on est en train de supprimer les propulseurs aux étraves pour faire du point fixe de manière plus économiquement intéressante, économiquement d'un point de vue énergétique, et faire en sorte qu'on n'a pas de trou dans la coque quand on marche après à la voile. Donc aussi moins de bruit. Et de toute façon, on le sait par expérience, les voiliers, pour être efficaces à la voile, ont une traînée moins importante que les autres. Et donc, ça nous donne aussi un paramètre de bruit qui est plus intéressant. Bruit et les vibrations, puisque là, la globalité de la propulsion elle-même, tout ce qui va être
winch, etc. Treuil, ça va être électrique. Un point encore, le dernier, on est actif sur la partie R&D, bien sûr. On a encore à peu près un an de travail sur la partie conception détaillée avant de passer à la production de la plateforme, qui, si tout va bien, devrait se faire pas très loin d'ici, puisque ça devrait être chez H2X à La Ciotat. On est actif sur le champ scientifique qui est interagissant avec le programme de R&D lui-même, et entre autres sur le sujet son, avec, on a parlé de Saturne et Piaco, on essaie de filer un coup de main. On a été présent sur des grands ateliers avec CNRS et Ifremer sur le son depuis 2019-2020. Et là, on vient de lancer un groupe de travail dont on reparlera dans un an à peu près, suite à un échouage d'une baleine à bec sur la côte atlantique début février, avec des causes anthropiques, avec des causes liées à l'utilisation du son à très forte puissance en mer. Voilà. En très très court, ce que je pouvais vous dire sur l'esprit de Velox. Super, merci beaucoup. Mais c'est un monocoque ou un multicoque? Parce qu'on a vu que le profil. C'est un peu fait exprès. Ah bon? Non, alors je vais être transparent sur ça. Aujourd'hui, on a une feuille de route qui pourrait, si les levées de fonds se font au rythme que l'on souhaite, aujourd'hui, on a le tiers du budget global. Le tiers, c'est 30 millions. C'est une première qu'on lève 30 millions sur un projet privé de l'océanographie européenne. Mais ce n'est pas assez, c'est le tiers. Donc on sait qu'on pourrait être à l'eau dans 3 ans. 3 ans, ça veut dire 5 ans d'avance sur la feuille de route du Japon et 7 sur la feuille de route du Royaume-Uni. En France, il n'y a pas de feuille de route sur ces sujets-là. Et pour avoir essayé avec le Corimer et le ministère de la Mer, la France ne nous suivra pas parce qu'on n'a pas les outils administratifs visiblement pour le faire. Mais on veut conserver cette avance-là. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas présenter. Donc effectivement, ce qu'on voit, c'est plutôt un profil aujourd'hui. Ceux qui vont en mer avec des tirants d'eau assez faibles et pour des poids assez peu élevés pensent que voilà, il y a des options qui sont un peu inévitables. S'il y a d'autres questions, okay. Non, c'est bon. Ça marche. Bon, merci. Merci beaucoup, François. Merci, François Frédelox. On entend parler beaucoup ce matin de la prise en compte des activités humaines en mer. À aucun moment, j'ai entendu la prise en compte des activités de type militaire qui, sur des pics, tu vas en parler, ouais. Sur des pics peuvent avoir des impacts extrêmement importants. Et je voudrais savoir jusqu'à quel point ces activités-là sont concernées aujourd'hui par les projets de directives, de réglementation, etc. Qui peut répondre à cette question? Qui se sont... Ouais, vas-y. André. Je fais pas partie de la marine. Et bon, travaillant à la préfecture maritime, assez proche. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même une réflexion qui est engagée, notamment en Méditerranée, sur ces questions-là. Évidemment, en fait, aujourd'hui, les activités militaires sont exclues en fait, des normes internationales, nationales, pour des raisons de souveraineté. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que, c'est notamment dans les aires marines protégées, il y a un certain nombre de règles, de bonne conduite, qui font que la marine, en fait, même si elle n'est pas obligée, elle considère que c'est possible d'améliorer cette pratique. Je pense notamment, par exemple, aux exercices, peut inclure l'utilisation de sonar actifs
que voilà, il y a pas une doctrine, mais je dirais des documents qui font que voilà, la marine, dans certains cas, prend en compte justement l'environnement et donc évite des zones à fort enjeu pour certaines périodes, et notamment ce qui concerne les terres marines protégées. Il y a des travaux qui sont engagés. Alors là, dans le cadre d'Acobaps, c'est Acobaps, on a parlé du VTPOI, et donc nous, on a fait partie du travail. Ensuite, ça se traite. En fait, il y a des choses qui sont engagées. Et donc, je pense que avec le temps, effectivement, on va avoir des normes qui vont être plus contraignantes, peut-être pour la marine, en tout cas pour ce qui concerne l'activité de l'entraînement. Voilà. Oui, Merci, Anne-France, si je peux compléter la réponse qui vient d'être faite, c'est que les navires militaires sont exclus des champs d'application des différentes conventions internationales. Donc, exclus de la MARPOL, comme exclus, enfin, d'ailleurs, de tous les instruments pertinents de l'Organisation maritime internationale. Donc, effectivement, il n'y a pas d'obligation, j'allais dire, réglementaire venant de l'OMI sur les navires militaires. Voilà. Ok, merci Philippe.